Pensez-vous qu'il y a, à l'heure actuelle, en Amérique latine, des pays mûrs, prêts pour une révolution du type castriste, du type cubain? Il y a quelqu'un où déjà il y a la lutte. Ici, on ne parle pas de ça, mais la lutte existe à Venezuela, existe au Guatemala. Et peut-être il y a d'autres pays où le peuple lutte avec les armes. Vous avez parlé du Venezuela et du Guatemala, mais est-ce que Cuba aide les révolutionnaires de ces pays? Moralement seulement, il considère que son lutte est juste, mais jusqu'à ce point. 15 avril 1964. Sourire aux lèvres, Ernesto Che Guevara rêve d'autres grands soirs, ailleurs, au Venezuela, au Guatemala. À l'époque, il incarne la révolution cubaine et fait rêver les communistes du monde entier. Il veut changer le monde. Pourtant, le 10 octobre 1967, c'est l'armée bolivienne qui parade devant son trophée de chasse. Sordide messe pour un Christ rouge. Pitoyable triomphe devant un cadavre qui n'est pas pour autant complètement dépouillé. Ce jour-là, les militaires boliviens lui offrent l'immortalité. « 3 novembre 1966, aéroport de La Paz, Bolivie. Les passagers débarquent de l'avion. Parmi eux, un représentant de commerce uruguayen, Alfredo Mena González. Il présente son passeport, un faux passeport. Son véritable commerce, c'est la révolution. Qui pourrait se douter que derrière ce visage de quinquagénaire chauve, bigleux, se dissimule Ernesto Guevara de la Serna. Ce fils de la grande bourgeoisie argentine est né en 1928 avec le virus de la révolte, une maladie inguérissable malgré sa formation de médecin. Alors, il devient le Che. En 1958, son champ opératoire, c'est la révolution cubaine, un sillon qu'il creuse avec un certain Fidel Castro et une armée de barbudos jusqu'à l'heure de gloire, la prise de la Havane en janvier 1959. Mais il ne s'arrête pas là. Le guerrillero devient un routard infatigable du marxisme révolutionnaire. Il va jusqu'au Congo, participe à une tentative de coup d'État. L'opération se solde par un échec retentissant. De retour à la Havane, il cherche un endroit où entamer une deuxième croisade. Ce sera l'Amérique latine. En novembre 1966, le Che quitte Cuba dans le plus grand secret. En dehors de Castro et de quelques apparatchiks, personne ne connaît sa véritable destination, la Bolivie. Cette figure internationalement connue de la révolution castriste a été complètement transformée par les services secrets cubains. Sommet du crâne épilé, lunettes, pose d'une fausse dentition pour lui gonfler la mâchoire, talons des chaussures creusés pour paraître plus petit, imberbe. Le profil du parfait n'importe qui, nanti d'une obsession, mettre le feu à la Bolivie. Il avait déjà conçu tout son plan. Il nous a expliqué qu'on allait en Bolivie pour porter l'étendard de la liberté. Il a dit qu'il faudrait sacrifier une poignée de révolutionnaires choisis parmi les meilleurs de Cuba pour libérer les peuples opprimés. À l'époque, le Che veut prendre la tête d'une vaste opération destinée à embraser l'Amérique latine, à planter la bannière de la révolution marxiste dans la gigantesque arrière-cour de l'oncle Sam. Son choix sidère, et pourtant la Bolivie semble un terrain idéal. Le pays est situé au cœur de l'Amérique du Sud et pourrait, en cas de succès, devenir un cauchemar pour les États-Unis. Une base stratégique, mieux, une pieuvre qui étendrait ses tentacules sur tout le continent. Un continent dont la Bolivie est l'un des pays les plus pauvres. La misère, ce terreau si fertile aux poussées révolutionnaires.
Le pays est sous le contrôle d'un ancien militaire, le président René Barrientos. Soutenu par l'Amérique, il arrive au pouvoir à la mode sud-américaine, après un coup d'État en 1954. Golpe qu'il finira par légitimer par des élections, disons, démocratiques. C'est un élément important. Si on se réfère au livre du Che, La guerre de guérilla, il y dit clairement que la lutte armée ne peut pas réussir dans un pays où il y a eu des élections, même si elles sont frauduleuses, parce qu'on peut arriver à la révolution par des moyens pacifiques. Le Che aurait peut-être dû relire ses propres écrits, car ce qui lui reste à écrire ne durera que 11 mois. Le 5 novembre, à l'aube, il quitte La Paz en jeep pour le Nankawasu, une forêt perdue au sud-est du pays où il a prévu d'installer sa base. Il arrive sur place entre le 6 et le 7 novembre. Pour l'instant, Ernesto Guevara se cache sous le nom de code de Ramon. Quand je pense à tout ce temps où j'étais à côté de lui, et je n'ai jamais su que c'était le Che. On me l'a présenté en me disant c'est le chef, Ramon. J'étais très impressionné. Il avait une présence très particulière. Il était vraiment différent des autres. Non pas parce qu'il s'imposait, mais parce qu'il était très charismatique. Il espère au moins 150 compañeros. Sur place, le Che ne trouve qu'une petite cinquantaine de combattants. En attendant d'hypothétiques renforts, il fait procéder à l'installation du campement central, creuser des cachettes souterraines au milieu de la forêt pour y dissimuler matériel, documents et vivres. C'est une zone de gisement pétrolifère, avec une végétation très basse, où il n'y a pas d'animaux à cause du manque d'eau. Il n'y a pas d'agriculture, il n'y a aucune voie de communication, il n'y a rien. Vous voyez ce panorama? Il n'y a que peu de végétation, peu de forêt pour se cacher. Et si on fait du feu, on peut se faire repérer facilement de nuit. Et un soldat avec des jumelles peut vous voir de loin. 15 jours avant l'arrivée du Che, ils se sont décidés pour cette région. En 15 jours, on ne peut pas préparer une zone de guérilla. Il n'y avait aucun contact politique, personne ne connaissait la région, personne n'avait fait de repérage là-bas. Mais le Che pense avoir un atout. Castro le lui avait garanti, le Parti communiste bolivien devait organiser la fourniture de vivres, d'armes, puiser dans le vivier des jeunesses communistes afin d'y recruter de nouveaux combattants. Mais les communistes boliviens ne l'aideront jamais. Ont-ils reçu des instructions pour lâcher la guérilla? Et de qui? Du grand frère. Cette Union soviétique totalement opposée à l'époque aux opérations de lutte armée en Amérique latine. Les deux superpuissances se sont partagées le monde. L'heure est à la coexistence pacifique entre les deux blocs. Et puis le Kremlin a un autre problème, personnel. Moscou voit d'un sale œil depuis des années le Che, ce révolutionnaire trop populaire et jusqu'au boutiste. L'élimination de l'exploitation de l'homme par l'homme dont l'exemple le plus évident est l'impérialisme. L'avènement définitif du communisme, la société sans classe, la société parfaite. Lors d'une réunion avec Castro, quelqu'un a dit « Le Che, c'est un homme parfait ». Castro a dit « Non, presque parfait ». L'autre lui a répondu « Comment ça ?» Castro lui a dit « Il lui manque la ruse ». Le Che n'était pas rusé, il était incapable de louvoyer. Rigide au point de commettre l'irréparable. Le 24 février 1965, lors d'un discours prononcé à Alger, Ernesto Guevara accuse l'URSS d'impérialisme, au même titre que les États-Unis. Un superbe crachat balancé à la gueule du grand frère soviétique. C'est une déclaration de guerre.
Ils ont accusé le Che non seulement de maoïsme, mais surtout de trotskisme. Et être trotskiste, à cette époque, c'est pire que tout. C'est le pilori. Il était fini. Fidel et les autres l'ont reçu à son retour d'Alger. Ils se sont enfermés pour un entretien qui a duré près de 40 heures. Après cette réunion, le Che a décidé de renoncer à ses fonctions officielles pour dégager Cuba de toute responsabilité. Mais aujourd'hui, on sait qu'on l'a obligé à tout quitter. 40 heures pour se dire quoi? Le Che a-t-il payé au prix fort son intransigeance, son idéalisme? Rien n'a jamais filtré. Peut-être qu'en refaisant le monde, une amitié s'est défaite. Une seule certitude, à l'issue de son entretien avec Castro, le Che orchestre sa première mort. Un suicide politique. Il écrit une lettre d'adieu dans laquelle il renonce à toutes ses fonctions officielles, affirme vouloir quitter Cuba pour exporter la révolution à l'étranger. Castro rend publique cette lettre le 13 octobre 1965, quasiment 2 ans jour pour jour avant la mort du Che. C'est comme ça qu'il l'a liquidé. Castro a liquidé le Che le 13 octobre quand il a rendu sa lettre publique. C'était fini pour lui. En Bolivie, le Che croyait redevenir un guerriero. Il devient rapidement un desperado, un désespéré. Plus de grands frères soviétiques, plus de petits frères cubains, aucun appui des communistes locaux. Il se retrouve à la tête d'une poignée de combattants égarés en plein cœur de la forêt. Des combattants qui, à part les Cubains, ne savent toujours pas que leur chef est Ernesto Guevara. Officiellement, il est toujours Ramon. Le 1er janvier au matin, le Che nous a tous réunis. Il nous a dit qu'on n'aurait aucun soutien, que personne ne viendrait s'incorporer à la lutte armée. Et pour couronner le tout, qu'on était coincés ici, parce que non seulement nos papiers étaient faux, mais en plus, nos visas avaient expiré. On pensait que le Che exagérait, mais en fait, il avait compris la situation mieux que nous. Le 1er février 1967, le Che choisit 25 hommes pour une marche de reconnaissance dans la région du Rio Grande. Il tente de recruter sur place, mais il ne rencontre qu'une poignée de paysans isolés et méfiants. L'équipée dure plus d'1 mois dans des circonstances dramatiques. Le groupe compte ses premières victimes, sans même avoir livré de combat. 3 guerrilleros se noient en traversant la rivière. Le 19 mars, exténués, le Che et ses hommes sont de retour au campement du Nankawasu. Ils retrouvent sur place une dizaine de nouvelles recrues, dont un Français, Régis Debray, un intellectuel pro-castriste, et un Argentin, Ciro Bustos, peintre et activiste communiste. J'ai vu Ramon discuter avec des gens bizarres. Il parlait avec Danton, le français Régis Debray. Pour moi, c'était un gringo comme les autres, et avec un chauve, Ciro Bustos, qui avait une tête de bourgeois. En moi-même, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font ici, tous ces bourgeois? On se bat contre les riches, et il nous en a ramené plein le camp. Autre problème pour le Che. Il apprend à son retour la désertion de 2 Boliviens. Commence alors le temps des trahisons qui vont condamner les velléités révolutionnaires du Che et le Che. La deserción de Pastor y Rocabado fue la que prácticamente destruyó a la guerrilla. La désertion de Pastor et Rocabado a pratiquement détruit la guérilla. Ils ont vu qu'il y avait une présence cubaine, qu'il y avait des clandestins du Parti communiste, que tout était illégal. Par-dessus le marché, il y avait une Allemande, un Français, un Péruvien, un Argentin. C'était plus qu'il leur en fallait. À la première occasion, ils se sont échappés et sont allés à Lagunillas.
Ils m'ont tout raconté. Ils sont allés voir l'armée pour dénoncer la guérilla. Avec la récompense, ils pensaient pouvoir payer leur retour chez eux. Les militaires les ont ramenés en avion pour qu'ils leur montrent l'emplacement du campement central. L'information remonte jusqu'au palais présidentiel. Immédiatement, Barrientos met les troupes en état d'alerte, sans savoir, lui non plus, qu'Ernesto Guevara en personne dirige les opérations. Ils nous ont expliqué qu'on allait faire une opération dans le sud-est bolivien. Selon eux, le pays était envahi par des forces étrangères. On est parti très tôt, à 6 heures du matin. On a fait 2 heures de vol. Dans l'avion, on a chanté l'hymne national. Mais les services de renseignement avaient mal préparé l'opération. Quand on est arrivé sur place, il n'y avait plus personne. Ils étaient partis. Deuxième tentative de l'armée bolivienne 2 jours plus tard. Le 23 mars, à 10 heures du matin, l'armée a commencé à grimper la colline dans notre direction. On les voyait monter lentement. Il y avait toute une compagnie. À ce moment, quelqu'un a crié « La guerre a commencé ». L'armée arrive d'en bas, il faut se tenir prêt. Bon moi, je ne savais pas trop quoi faire. Les camarades ont essayé d'armer le mortier, mais ils ne savaient pas s'en servir. Moi, je leur ai bien dit « Essayez de tourner la manivelle pour ouvrir le trépied ». Ils m'ont dit « Ah bon, mais comment tu sais ça, toi ?» Je leur ai dit « Je sais pas, j'essaie d'imaginer ». On était seulement 8. Et on a réussi à mettre en déroute toute une compagnie. On a fait beaucoup de prisonniers, on a capturé la plupart de leurs chefs et on a récupéré pas mal d'armes. Le 25 mars, le Che a fait une réunion. Il a félicité les camarades qui avaient participé au combat, mais pas nous. Parce que nous, on avait perdu des boîtes de lait. Alors le Che nous a déclarés indésirables dans la guérilla. Il a dit qu'on devait quitter la troupe à la première occasion. Mais ça ne s'est jamais produit. On n'avait pas le droit aux mêmes rations que les autres. On n'avait pas non plus droit aux mêmes armes. Ça crée un véritable malaise. Le Che pensait qu'on était toujours des paysans analphabètes qu'il avait connus à Cuba. C'était « moi je dis, moi j'ordonne, moi je veux ». Et quand quelqu'un voulait proposer quelque chose, il disait « Qu'est-ce que t'as, toi? Ferme-la ». Et ça, quand on y repense, c'est une erreur. Mais les colères du Che n'empêchent pas les guerrilleros de savourer leur victoire. Un triomphe de courte durée. Quelques jours plus tard, ils sont victimes d'une deuxième trahison. De nouveau, le coup de poignard vient des propres rangs de la guérilla. Le Che confie à l'intellectuel français Régis Debray la mission d'organiser un appui depuis l'Europe. Pour cela, il doit l'exfiltrer en compagnie de l'Argentin Ciro Bustos. Mais le 20 avril, Régis Debray et Ciro Bustos tombent dans les filets de l'armée. Non seulement le Che perd sa dernière chance de recevoir une aide extérieure, mais en plus, information capitale, les services de renseignement boliviens découvrent que c'est lui qui se cache derrière le nom de code de Ramon. Quelqu'un a parlé. Che Guevara n'est pas encore une figure christique, mais son Judas est désigné. Ce serait Ciro Bustos.
Il nous a dessinés, et c'est avec ces dessins que l'armée nous a recherchés. Il savait tout, quelle tête on avait, quels étaient nos signes particuliers, comment on parlait, comment on se déplaçait. Tout, il savait tout. Comment vit-on avec le poids d'être le traître tout désigné, l'homme qui a balancé Che Guevara? Cet homme, nous l'avons retrouvé en Suède, où il vit en exil. Je me sens obligé de révéler la façon dont les choses se sont réellement passées. Sinon, je me rendrais complice de la désinformation générale. C'est ça ma motivation. À moi, ça ne me sert plus à rien, ma vie touche à son terme. J'ai vécu toutes ces années avec ce mensonge. Mais peut-être que cette vérité, ça peut servir aux autres. Près de 40 ans ont passé, mais Ciro Bustos est toujours marqué au fer rouge par cette histoire. La raison pour laquelle, probablement, après de longues tergiversations, il accepte de donner sa version des faits. Voilà les dessins qui ont été à l'origine de cette calomnie permanente, de ce mensonge. Mes dessins étaient quasiment de cette taille. Je les ai faits au crayon à papier sur un cahier d'écolier. Ça a provoqué une euphorie incroyable chez les militaires. On aurait dit qu'ils avaient gagné une bataille. Ils pensaient que j'avais craqué et que j'avais tout balancé. Ils croyaient avoir identifié tous les gens importants. Mais moi, je me sens fier de tout ça parce qu'en réalité, ces dessins constituent une opération de contre-intelligence parfaite. Mon but principal était de défendre l'organisation en Argentine. C'était vis-à-vis d'eux que j'avais des devoirs, pas envers la guérilla. La guérilla se défendait elle-même. Je ne savais même pas où ils étaient. L'armée, elle, le savait. J'ai cessé de savoir quoi que ce soit sur la guérilla le jour où j'en suis parti. J'étais incapable de dire s'ils étaient passés par ici, par là, rien du tout. J'ai dit que mon chef en Argentine était un certain Ruttmann. Ruttmann m'a donné les faux papiers, Ruttmann a fait ceci, Ruttmann a fait cela. Du coup, Ruttmann a pris une grande importance. Ils m'ont dit de le dessiner, je l'ai fait. Mais en fait, Ruttmann n'existait pas. Et ils ne vous ont rien demandé sur le Che? Si, ils m'ont demandé si j'avais vu le Che, mais il était devenu évident qu'ils savaient déjà qu'il était en Bolivie. Non seulement à cause des 2 déserteurs, mais aussi des autres prisonniers. Et ça, je m'en suis rendu compte pendant les interrogatoires. La mère de Debray, elle a eu droit à 10 minutes de visite sous la surveillance d'un officier. Tandis que Bustos, l'Argentin, lui, il avait son propre local où il faisait ses peintures. Il recevait la presse quotidiennement. Sa femme venait tous les jours lui faire à manger et passait avec lui le reste de la journée. Et Debray, lui, avait même pas le droit à un journal. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, tout le monde le sait. C'est un mensonge infâme. C'est exactement l'inverse. Sa mère racontait partout que j'étais un agent de la CIA et que son fils était un intellectuel brillant et blabla. Et c'est là qu'on a commencé à réécrire l'histoire.
Que croire? Qui croire? Même si Ciro Bustos disait vrai, impossible de ne pas éprouver un sentiment de malaise en contemplant les planches qu'il a réalisées. Son talent de peintre devait-il s'exprimer lors de sa capture en réalisant ni plus ni moins de véritables portraits robots des guérilleros? Si depuis 40 ans Ciro Bustos vit injustement dans les oripeaux d'une balance, alors qui a vendu le Che? Comment le pouvoir bolivien et son grand frère américain ont-ils découvert sa présence à la tête de la guérilla? Autre fait troublant, le 15 avril 1967, soit 5 jours avant la capture de Debray et Bustos, les Cubains organisent une conférence de presse internationale où ils présentent un article du Che qui appelle à la lutte en Amérique latine. L'article est accompagné d'une série de photos de lui, sans barbe. Désormais, la CIA et les services de renseignement boliviens disposent de portraits récents du commandante, avant même les dessins de Bustos. De plus, pour la première fois, la Bolivie est mentionnée comme un des lieux possibles pour la lutte armée. Il ne manque plus à l'oncle Sam et au pouvoir bolivien qu'une confirmation. Question lancinante, qui aurait pu la donner? Avec la publication des documents par les Cubains, la simple présence de Debray en Bolivie suffisait à trahir le Che. D'ailleurs, le Che le dit lui-même dans son journal du mois d'avril. Avec la publication de mon article à La Havane, ils ne doivent plus avoir aucun doute sur ma présence ici. On en a eu la certitude avec les déclarations de Debray, qui était détenu à Moyumpampa. Dès les premières auditions, il a dit qu'il était ici pour faire une interview du Che et qu'il l'avait faite. Et ça nous a confirmé que c'était bien le Che qui était à la tête de la guérilla. Washington, 11 mai. À la Maison-Blanche, un mémo officiel de Walt Rostow, le conseiller à la sécurité, arrive sur le bureau du président Johnson. Nous venons de recevoir la confirmation que le Che est vivant et qu'il opère en Amérique latine. Autour du Che, l'étau se resserre. Le président Barrientos déclare l'état de siège. Les deux superpuissances s'en mêlent. Le 26 juin, le premier ministre soviétique Alexei Kosygin se rend à Cuba. Moscou tente de faire pression sur Castro pour mettre un terme aux opérations de guérilla. Fidel Castro aurait alors refusé. Il soutiendra les mouvements de libération en Amérique latine quoi qu'il arrive. Pour l'Amérique, pas question de laisser les Barbudos exporter leur révolution en Amérique du Sud. The idea of this camp and the other American military assistance is to teach the Bolivians to defeat the communist guerrillas themselves without the need for American troops. But that was the idea in Fin avril, les États-Unis envoient des conseillers militaires aguerris en Corée et au Vietnam pour assurer la formation de 700 Rangers boliviens, une unité d'élite chargée d'éradiquer la guérilla. Dorénavant, pour le Che et ses compagnons, les mois qui vont suivre ne seront plus qu'une longue errance dans des conditions terribles à travers les montagnes boliviennes. El año nos lo hemos pasado dando vuelta en un círculo. On a passé l'année à tourner en rond et ça a permis à l'armée de nous tenir encerclés. En un cerco táctico. On n'avait aucun moyen d'en sortir. Nosotros no podíamos salir. Había hasta el momentos hasta 10 días no teníamos que comer. Parfois, on restait 10 jours sans manger. Preparados psicológicamente. On n'était pas prêt psychologiquement à supporter ça. Si queríamos comprar algo de vivir, si on allait voir des paysans pour acheter à manger, ils nous trahissaient. Il fallait prendre 1000 précautions pour pouvoir s'approcher d'eux et acheter de quoi se nourrir. La guérilla était comme un malade du cancer en phase terminale. On savait que ses jours étaient comptés. On ne savait pas quand ça arriverait, mais à tout moment, on attendait la nouvelle de sa chute.
Vasquez qui aurait pu sauver le Che. Paradoxalement, après avoir été trahi, le fait que sa présence en Bolivie soit cette fois balancée aux médias internationaux. Effet d'annonce, effet de protection, que la bête traquée redevienne une figure de premier plan et non plus un mort en sursis. Notre meilleure carte stratégique, c'était la présence du Che. Et cette carte, personne ne l'a jouée. Ni la guérilla, ni le Che. Mais Debré, sachant que l'armée connaissait la présence du Che, a choisi de se taire auprès du public. Che Guevara es quizás muerto, quizás vivo, no sé, los periodistas yanquis dicen que está muerto desde 2 años, puede ser, yo no sé. Se ha deplorado su muerte muchas veces. Creo que le toca al Che Guevara cuando quiere reaparecer, si está vivo, le toca decidir, ¿no? Pourquoi Régis Debray ne révèle-t-il pas au public la présence du Che si cela avait pu aider la guérilla? L'historien bolivien Humberto Vasquez dispose d'un document signé de la main même de l'intellectuel français. C'est une lettre de Debré à son avocat. J'ai donné ma parole au commandant Requeteran de ne pas révéler la présence du Che en Bolivie au public. Et pour moi, c'est ça le péché de Debré. S'il avait parlé, alors tout le monde l'aurait cru. Car à l'époque, la parole de Debré, c'était la parole de Cuba. C'était la parole de la Révolution. Et plein de gens se seraient incorporés à la lutte. Non seulement ici, en Bolivie, mais aussi de partout dans le monde. Des Argentins, des Brésiliens, des Français, des Espagnols se seraient dit « Si le Che est là-bas, alors j'y vais. » Et ça aurait peut-être pu retourner la situation. Régis Debray sera finalement libéré en 1970 à la suite d'un nouveau coup d'État. Debray avait été condamné en novembre 1967 par un tribunal militaire à 30 ans de prison. Ces révélations auraient-elles pu changer quoi que ce soit au sort d'un Che qui était déjà probablement condamné à mort? Ce Che qui, en juillet, poursuit son chemin de croix. Asthmatique depuis l'enfance et il multiplie les crises, la guérilla n'a plus aucun médicament. Il avait des crises d'asthme, continuellement, nuit et jour. Quand on faisait une halte, il allait s'appuyer le thorax contre un bout de bois pour se comprimer les poumons et pour pouvoir respirer. Le 6 juillet, ces hommes prennent d'assaut la ville de Samaipata, espérant trouver de quoi soigner leur chef. L'opération échoue. Ils tiennent la ville, mais la pharmacie ne dispose pas du traitement nécessaire. Le Che et ses compagnons, minés eux aussi par toutes sortes de maladies, s'enfoncent de nouveau dans la forêt. L'ultime petite victoire d'un Che à bout de souffle. On se retrouvait avec un Che malade, avec une tête comme ça. Enfin, je veux dire, sa tête ne fonctionnait pas bien. Il avait beaucoup de problèmes. Il lui est même arrivé de perdre connaissance. Parfois, on devait le transporter sur une civière, sur plus de 10 km, alors qu'on était poursuivi par l'armée. On insistait pour qu'il se repose, et à chaque fois, il refusait catégoriquement. Il disait qu'il était le moteur de la guérilla. Le Che décide alors de continuer vers le nord afin de briser l'encerclement de l'armée et d'éviter de nouveaux affrontements. Mais les militaires accentuent leur pression, des accrochages réguliers déciment les rangs des guérilleros. Plusieurs dizaines d'entre eux sont tués. Début septembre, ils ne sont plus que 22. 22 pauvres hères, épuisés, affamés, malades, qui ne prennent plus aucune précaution, se montrant en plein jour dans les hameaux de la région. Ils sont arrivés 2 par 2. Oh, on a eu peur.
Pourquoi vous avez eu peur? Parce qu'on ne les connaissait pas et qu'ils étaient tout chevelus et tout barbus. Ça nous a fait peur. Et en plus, les gens d'ici racontaient que les Cubains abusaient des femmes, qu'ils tuaient les vieilles et qu'ils faisaient de mauvaises choses aux jeunes filles. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur leur compte? Il y en a qui ont eu tellement peur qu'ils sont partis cacher leurs filles dans la montagne. Ils se sont enfuis? Oui, oui. Ils se sont installés ici et ils ont posé leur sac à dos. Là, dans la maison effondrée, il y a une femme qui leur a fait du cochon. Ils ont payé. Là, dans cette maison, il y avait des gens. Qu'est-ce que vous leur avez demandé et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? On leur a demandé pourquoi vous faites la guerre. Ils nous ont dit qu'ils se battaient pour les paysans, pour que vous soyez égaux avec tous les autres. C'est pour ça que je me bats, dit le Che. Et tout ce que je veux, c'est arriver à Valle Grande et rien de plus. Mon frère est sorti et il leur a dit de ne pas passer en bas parce qu'on pensait qu'il y avait l'armée qui était installée à la pointe du Batán. Mais il ne nous a pas écoutés et ils sont passés par la higuera et l'armée était là. S'ils étaient passés par en haut, il ne serait rien arrivé au Che. Ils seraient toujours vivants. Le 26 septembre, le Che décide de prendre la direction de la pointe du Batán. Ce jour-là, il se jette dans la gueule du loup. Les guérilleros venaient de la higuera. Ils ont voulu passer par ce chemin. Ils ont envoyé l'avant-garde pour repérer les lieux pour aller à Pucará. Mais l'armée était embusquée derrière ce muret de pierre qui leur servait de barricade et les guérilleros ne les ont pas vus. Ils se sont fait surprendre. Cette embuscade où sont tombés Julio, Miguel et Coco, ça a été le début de la déroute définitive de la guérilla. Les guérilleros font demi-tour, l'armée à leur trousse. Le 6 octobre, ils arrivent vers une ferme isolée. Dernier maillon d'une chaîne de trahison, ils sont de nouveau dénoncés. On est dans la maison de Virgilia Cabrita. Le Che a rencontré la naine qui vivait ici. Ils se sont très bien comportés avec elle. Mais quand l'armée est venue, elle a trahi la guérilla. C'est comme ça que les militaires ont pu savoir que les guerrilleros étaient dans cette zone. Le Che commet sa dernière erreur stratégique. Il décide de s'enfoncer dans la Quebrada del Churro, un lieu maudit pour les paysans du coin qui racontent que la montagne avale les gens perdus. C'est dans cette cuvette que le Che finit de patauger dans sa triste aventure militaire en Bolivie. La guérilla a été pratiquement repoussée jusqu'à cette zone, avec un déploiement de 2000 ou 3000 soldats à ses trousses. Ils subissaient une persécution permanente, sans trêve. Ernesto Guevara ne tarde pas à réaliser son erreur. Après une journée de marche, les guérilleros installent leur dernier campement au fond du ravin. Le 8 octobre, une petite bande de gueux, dans une vision marxiste de damnés de la terre, livre son ultime combat. Le Che, lui, n'a plus que quelques heures à survivre. Vers 11 h du matin, quand tout mon dispositif a été prêt, j'ai donné l'ordre de commencer les opérations. On a essuyé les premiers coups de feu en approchant du ravin. 2 soldats sont tombés.
C'est là que la bataille a commencé. Et elle a duré jusqu'à la tombée de la nuit. L'armée arrivait par ici et par là aussi. La première attaque a eu lieu de ce côté. Un des guerrillos s'est mis à couvert ici pour se défendre, mais au même moment, des soldats les ont pris à revers. D'ailleurs, on peut voir encore les impacts des balles. 1, 2, 3. Le commandant Guevara était à peu près à cette distance. Il s'est fait repérer quand il n'avait plus de munitions. Il a sorti son pistolet, mais il était vide aussi. En plus, il était blessé à la jambe. Un soldat l'a mis en joue et a crié « Je vais te tuer ». Willy, le Cubain, s'est interposé et il a dit « Non, ne tirez pas, c'est le commandante ». C'est là que les soldats m'ont appelé. Je devais être à 10-12 mètres de distance. Ils m'ont dit qu'ils avaient des prisonniers. J'y suis allé et on a pu identifier l'un d'eux comme étant Ernesto Che Guevara. À la tombée de la nuit, l'armée bolivienne n'a plus qu'à ramasser les cadavres. Et elle détient le Che. Les militaires le traînent jusqu'à La Higuera, l'enferment dans l'école du village. Blessé à la jambe, en pleine crise d'asthme, c'est là que le Che passe ses dernières heures. Le 9 octobre, à l'aube, un agent de la CIA dépêché sur place lui fait subir l'humiliation d'être photographié à côté de militaires hilars. Pitoyable chasseur qui croit poser à côté d'un animal de foire, d'un guerriero clodo. Ce sera le dernier cliché du Che vivant. Dans la matinée, l'armée envoie un message radio à La Paz, 3 mots, muerto o vivo. À 11h du matin, le palais présidentiel répond, muerto. Ce n'est pas Barrientos qui a donné l'ordre. C'est la CIA. J'ai pu parler avec les soldats qui étaient là, et comme j'étais un de leurs collègues, et qu'ils me connaissaient, ils me l'ont confirmé. Ce n'est pas Barrientos qui a donné l'ordre. Ils sont juste venus, ils ont vu, et ils sont tout de suite remontés dans l'hélicoptère. Un rapport de la CIA au président Johnson semble démontrer le contraire. Après un court interrogatoire, le général Ovando, le chef des forces armées boliviennes, l'a fait exécuter. Je considère que c'était stupide, signé Walt Rostow, conseiller à la sécurité. La capture du Che vivant aurait créé un tel scandale que le gouvernement n'aurait pas pu résister. La pression internationale aurait été trop forte pour un pays aussi faible que la Bolivie. Ils se sont dit, c'est impossible. Qu'on le tue, qu'on le tue. Le 9 octobre 1967, à 11h du matin, le sergent Mario Terán se porte volontaire pour accomplir une besogne d'assassin. Il entre dans l'école, seul, ou plutôt accompagné d'un ordre. Ses balles ne doivent pas toucher le visage. La version officielle doit être « blessure reçue au cours d'un combat ». Quelques secondes plus tard, Ernesto Guevara de la Serna est mort. Il était 9h du matin quand nous sommes arrivés à Valle Grande et les événements se sont déroulés sous nos yeux. J'ai pris des photos, je vais vous les montrer. De nombreux cadavres ont été ramenés dans la matinée et c'est vers la fin de l'après-midi qu'un hélicoptère est venu avec un corps beaucoup plus grand attaché à l'appareil. On a tout de suite compris que c'était le Che.
On n'était pas encore certain qu'il était mort, mais on commençait à avoir de forts soupçons. Ils l'ont emmené jusqu'à la buanderie du petit hôpital qu'ils ont transformé en morgue improvisée. Voici le corps du Che. Il n'avait pas encore été préparé. Il n'était mort que depuis 4 ou 5 heures. Le cadavre était dans un état lamentable. J'ai dû escalader la table où il l'avait installé. Mais j'ai les pieds plats, je ne suis pas très agile. Je me souviens que j'ai commencé à glisser. Je n'avais pas de bonnes chaussures. Je me suis dit, oh mon Dieu, pourvu que je ne tombe pas sur le corps. Heureusement, j'ai pu retrouver l'équilibre et c'est comme ça que j'ai réussi à prendre les photos. Ça, c'est la photo que j'ai trouvée la plus intéressante. Ce sont ses mocassins. Je pense qu'une paysanne a dû les lui fabriquer. Il avait 2 paires de chaussettes. Là, vous voyez, c'est sa blessure à la jambe. Ma première impression, c'était que j'étais face à un saint. Je ne pensais pas au Christ, plutôt à Saint Jean-Baptiste. Il y avait quelque chose de biblique en lui. Il était très beau, même couvert de sang et en très mauvais état. Parce qu'il y avait énormément de monde, à un moment, ils ont décidé d'asseoir le corps pour le montrer à la foule. Et le Che se tenait comme ça. Et là, quelque chose s'est mis à irradier de lui et m'a traversé, sans le moindre doute. Sans le moindre doute. J'ai été comme figé par la présence de cet homme. Pour moi, c'était un héros. Le lendemain de la mort du Che, le 10 octobre, les militaires se livrent à une nouvelle mise en scène. Le macabre leur sied, le macabre leur plaît. Une immense victoire sur le péril rouge ne vient-elle pas d'être gagnée? La dépouille du Che est exposée toute la journée dans la buanderie de l'hôpital. Puis l'armée bolivienne autorise le bon peuple à contempler le corps. Pendant 24 heures, le temps que la nouvelle de la mort du Che fasse le tour du monde. C'est la perte d'un rêve, d'une autre voie pour l'humanité, un chemin qu'on ne retrouvera jamais. Dans ce genre de situation, on atteint un tel niveau de désespoir qu'on pourrait se tirer une balle dans la tête. C'est triste, mais on n'a rien pu faire de plus. Durant les semaines qui suivent, les militaires cachent la vérité sur les circonstances de la mort du Che. La version officielle est toujours de mise. Mort au combat. Problème, un homme va contrecarrer leur plan. J'ai pris la clé et je suis entré dans l'école. Il y avait une odeur terrible. Il y avait du sang partout, des éclats de chair, des bouts de cheveux, des douilles avec du sang, plein de sang. Le sol était couvert de mouches. Ça puait. Et ça a provoqué chez moi une répulsion. Je me suis dit, le monde doit savoir qu'il a été assassiné d'une manière aussi horrible. Et c'est là que j'ai pris la décision de quitter le gouvernement. Et je me suis échappé en France pour dénoncer son assassinat. La vérité éclate le 30 décembre 1967, provoquant l'indignation de la communauté internationale. Entre-temps, les militaires ont fait disparaître le corps du Che.
Il l'enterre de nuit près de la piste de l'aéroport de Valle Grande, avec 6 de ses compañeros. L'opération a lieu dans la plus grande discrétion. Sa tombe ne doit pas devenir un lieu de culte. Les Boliviens parviendront à garder le secret pendant près de 30 ans. Jusqu'en octobre 1997, exhumation des restes d'Ernesto Guevara qui seront rapatriés à Cuba. Le Che a 2 mausolées. L'un en Bolivie, inachevé, faute d'argent. L'autre à La Havane, où pour l'occasion, Fidel Castro organise des funérailles dignes d'un empereur romain pour cet enfant terrible qui détestait par-dessus tout les honneurs et les fastes.